Monsieur Perbiani, Madame, Messieurs les panélistes, chers invités. C'est une belle occasion pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette 26e édition de la Conférence de Montréal. En effet, cet événement est une chance unique de se réunir pour discuter des enjeux économiques auxquels nous faisons face ainsi que des priorités à établir. J'ai le plaisir de présenter un atelier aujourd'hui durant lequel les intervenants seront invités à aborder le défi de la régionalisation de l'immigration ainsi que les meilleures pratiques permettant l'attraction et la rétention de personnes immigrantes en région. C'est un sujet, vous vous en doutez sûrement, qui me tient particulièrement à cœur. Tout d'abord, permettez-moi de brosser un bref portrait de la situation de l'immigration au Québec. L'immigration étant une compétence partagée avec le gouvernement fédéral, le Québec a les pleins pouvoirs en matière de sélection et d'intégration de l'immigration économique. Il s'agit de la principale catégorie d'immigration au Québec. Notre gouvernement a posé des gestes importants afin que les personnes immigrantes que nous accueillons répondent davantage au marché du travail québécois. Le marché du travail comporte plusieurs particularités avec lesquelles nous devons composer. On en parle depuis plusieurs années. Le poids démographique de la population active au Québec tend à diminuer plus rapidement ici que dans le reste du Canada. Le Québec est la province canadienne qui connaît la plus forte augmentation du nombre de postes vacants. Ici, chez nous, entre 2016 et 2019, le taux de postes vacants a augmenté de près de 99%. On parle du double, comparativement à une hausse de 20% dans le reste du Canada. On estime qu'au cours de la prochaine décennie, un nombre croissant de postes à pourvoir, sera à pourvoir en fait, et que l'essentiel de ces besoins de main-d'œuvre proviendra de départs massifs à la retraite. Plusieurs secteurs de notre économie sont en pleine expansion et de nombreux emplois sont créés ou seront créés du moins dans les années à venir. Pensons notamment à l'intelligence artificielle, la transformation alimentaire, la santé. Les besoins de main-d'œuvre y sont grands et nos actions en matière d'immigration doivent être à la hauteur des défis qui sont devant nous. C'est grâce aux analyses réalisées en collaboration avec nos partenaires que nous pouvons cibler les domaines qui présenteront les plus grands défis de recrutement. Ils nous permettent également d'identifier les régions dans lesquelles les besoins sont les plus criants et les pistes de solutions à privilégier. L'immigration est évidemment une des différentes clés identifiées afin de faire croître le bassin de travailleurs potentiels. La disponibilité et la qualité de ces travailleurs contribuent à l'essor de l'économie québécoise. En parallèle, ces secteurs d'activité représentent de belles opportunités d'épanouissement pour des personnes immigrantes. Parlons d'abord de francisation. Au Québec, le français est la langue commune, la langue de travail et par conséquent, la langue d'intégration. C'est aussi le coffre à outils permettant aux personnes et aux familles immigrantes de s'établir et de s'épanouir pleinement dans nos régions. La francisation et l'intégration des personnes immigrantes sont des éléments clés. Une immigration qui s'exprime en français, qui partage notre culture, qui adhère à nos valeurs. C'est payant pour les immigrants et c'est payant pour les entreprises québécoises qui les embauchent. Ce sont là les ingrédients pour obtenir de vrais beaux succès. C'est pourquoi depuis 2 ans, nous avons redoublé d'efforts pour simplifier les systèmes et les services. Nous avons investi massivement dans les ressources en francisation et en intégration. En juillet 2019, notre gouvernement a injecté une somme historique de 70,3 millions de dollars en francisation, faisant passer le budget total à plus de 170 millions de dollars. Grâce aux bonifications budgétaires, l'année dernière, nous avons procédé à l'embauche de 176 professeurs de français qui sont maintenant au service des personnes immigrantes. Les allocations de participation que nous avons instaurées, tant pour les cours à temps complet qu'à temps partiel, ont permis de faire des avancées importantes. Plus que jamais, les personnes immigrantes veulent apprendre le français. Et en une seule année, les inscriptions aux cours ont fait un bond de 20,5% au niveau du temps plein et de 31,2% au temps partiel. Nous menons nos actions selon une approche gagnant-gagnant, autant pour la personne immigrante que pour la communauté d'accueil.
Qu'en est-il des régions, direz-vous? Il faut beaucoup de courage pour quitter sa terre natale et tenter de prendre racine dans son pays d'accueil. Certaines personnes le font par choix, d'autres par obligation. S'établir en région représente un défi supplémentaire. À ce titre, notre objectif en tant que gouvernement est de renforcer l'attractivité des régions et d'y rendre disponibles les services de soutien aux personnes immigrantes. Pour ce faire, nous avons mis en place un éventail de programmes visant à mieux répondre aux besoins des personnes immigrantes, des collectivités, mais aussi aux besoins des partenaires du marché du travail et des entreprises. Tout d'abord, notons le déploiement régional majeur réalisé au cours des dernières années. Afin d'assurer la présence du ministère de l'Immigration sur le terrain et d'étendre la portée de nos actions, nous avons ajouté pas moins de 113 ressources au réseau régional et ouvert 45 nouvelles antennes pour un total aujourd'hui de 72 points de service. Répartis sur l'ensemble des régions du Québec, nos services permettent d'offrir un accompagnement personnalisé pour les acteurs impliqués. Que ce soit pour les personnes immigrantes que l'on accueille et guide tout au long de leur démarche d'intégration et de francisation. Ce soutien précieux est rendu possible grâce à Accompagnement Québec, un nouveau service gratuit et personnalisé offert aux personnes immigrantes. Nos services s'adressent aussi aux collectivités. On les outille pour consolider leurs pratiques d'accueil et d'inclusion. Aux partenaires, on offre aussi du soutien pour donner des services adaptés aux besoins des personnes immigrantes. Finalement, les entreprises ne sont pas oubliées. On leur propose un accompagnement de proximité pour leur permettre de se développer grâce à la main-d'œuvre immigrante et aux minorités ethnoculturelles. Notre offre de services aux entreprises que nous avons développée comprend également un volet recrutement international, permettant de renforcer l'adéquation entre les besoins du marché du travail et le profil des personnes admises au Québec. Le gouvernement continue d'innover afin de trouver des solutions concrètes pour soutenir les employeurs québécois dans leur recherche de main-d'œuvre au Québec et à l'étranger. Depuis l'automne, les missions de recrutement international Journée Québec ont repris. Évidemment, en mode virtuel, pandémie oblige. Les outils que nous avons mis en place offrent un accès privilégié à des travailleurs répondant directement à des besoins qui ne peuvent pas être comblés localement. La mise en ligne récente d'une nouvelle interface du portail employeur dédié aux entreprises québécoises en est un très bel exemple. C'est ça, un système d'immigration moderne. Dorénavant, les entreprises québécoises peuvent participer pleinement à la sélection des personnes selon leurs besoins. Le travail en silo chez nous, c'est chose du passé. Le tout est effectué en complémentarité et en synergie avec les services du ministère de l'Emploi, d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie. Notre vision est axée sur les besoins des régions. Qui de mieux que ceux qui le vivent pour nous orienter dans nos actions? Notre planification se base sur des consultations effectuées auprès des partenaires du milieu. Ainsi, on peut agir de façon cohérente, proactive et surtout directement en lien avec leurs besoins. Au-delà des mesures, l'immigration est bien davantage qu'un domaine d'intervention dans notre société. Chaque personne et son apport à la société représentent un investissement. Le gouvernement du Québec occupe un rôle de premier plan dans la réussite d'un grand projet de vie pour les personnes immigrantes et réfugiées en favorisant leur intégration et leur pleine participation en français à la vie collective. Encore aujourd'hui, la majorité des nouveaux arrivants s'installent beaucoup dans le Grand Montréal. Pourtant, nos régions sont des terres fertiles pour une bonne intégration des personnes immigrantes et pour leur épanouissement. Il s'agit là d'une conviction fondamentale de notre gouvernement. Bien qu'il existe un petit phénomène de migration secondaire qui dépasserait les frontières de la région métropolitaine après quelques années en sol québécois, la plupart des personnes immigrantes tendent à demeurer dans la région où elles se sont établies au moment de l'obtention de leur résidence permanente. Non sans raison, parce que c'est autour de leur point d'arrivée que les personnes ont développé leur réseau de contacts personnels et professionnels. Il va sans dire que ces réseaux font partie intégrante de l'épanouissement des personnes immigrantes
et de la durabilité de leur établissement chez nous. Chose certaine, notre approche est de favoriser la régionalisation de l'immigration en amont plutôt qu'en aval. C'est ensemble que nous allons accompagner les personnes immigrantes dans une vision de régionalisation. La panoplie de mesures que nous mettons en place sont à la hauteur de nos ambitions en ce sens. En conclusion, certes, l'immigration n'est pas la seule clé pour répondre aux défis économiques et démographiques auxquels nous faisons face. Il n'en demeure pas moins qu'elle jouera un rôle important pour la prospérité du Québec et qu'elle fera partie intégrante d'une relance économique robuste. Sur ce, j'invite M. Pierre Bernier à nous présenter les panélistes qui approfondiront le sujet au cours de la prochaine heure. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite à toutes et à tous un excellent forum. Bonjour tout le monde. C'est à mon tour de vous remercier de participer à cette réunion, mais également aussi pour les panélistes. Merci beaucoup d'être présents à cette conférence de Montréal. Aujourd'hui, on va traiter de tout ce qui touche à la régionalisation de l'immigration. Donc, comment assurer une action concertée entre les différents acteurs socio-économiques. On a 3 invités. On a M. Martin Dupont, Mme Leslie-Anne Hartwell et Mme Josée Néron. Si je vois avec M. Martin Dupont, c'est le directeur général de la Société de développement économique de Drummondville, maintes fois reconnu comme un redoutable développeur économique par ses pairs québécois. M. Dupont prend activement part à la prospection d'entreprises et de talents à l'étranger, notamment en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Inde et en Tunisie. Son expertise, sa facilité pour déployer des outils de développement économique sont au cœur de ses actions qui contribuent largement à l'essor économique ainsi qu'au rayonnement provincial, national et international de sa région de Drummondville. Bienvenue, M. Dupont. Bonjour. Madame Leslie-Anne Hartwell, elle est professeure au niveau de la main-d'œuvre internationale au Centre de politique en santé de l'Université de Melbourne en Australie. Ses recherches portent sur la migration mondiale des compétences, la reconnaissance des qualifications étrangères, l'intégration de la rétention des travailleurs sur le marché du travail et les mouvements d'étudiants étrangers à l'international. Bienvenue, Madame Hartwell. Madame Néron, Madame Josée Néron, elle est mairesse de la ville de Saguenay, une ville de 145 000 personnes. Fortement impliquée dans sa communauté, Madame Néron est également trésorière de l'Union des municipalités du Québec et membre de la table régionale des élus de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Outre la présidence du comité exécutif de la ville de Saguenay, elle est également aussi présidente de l'Alliance pour la solidarité 02, présidente du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, présidente par intérim de développement économique 02, représentante de la ville de Saguenay au sein de l'Alliance Forêt boréale et impliquée dans le Fonds québécois d'initiative sociale qui a été constitué par la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Bienvenue, Madame Néron. Merci. Donc, aujourd'hui, je pense que Madame la ministre l'a mentionné tantôt, on a quand même beaucoup de défis démographiques. Donc, on sait que le Québec vieillit rapidement et surtout qu'il y a également beaucoup de postes à pourvoir dans les prochaines années. Pour plusieurs, l'immigration est une solution pour combler les emplois à pourvoir. Mais comment attirer les immigrants dans les régions et surtout comment assurer une action qui est concertée des différents acteurs socio-économiques. Donc, à tour de rôle, on va vous donner 3 minutes pour présenter votre introduction sur le sujet. Et après ça, on aura comme 3 autres questions pour discuter un peu plus en profondeur sur les bonnes pratiques à mettre en application pour assurer l'attraction d'immigrants en région. Donc, si on y va avec Madame Hartwell, donc, parlez-nous de vos observations en ce qui concerne tout ce qui touche l'attraction d'immigrants en région. Yes, so it's a pleasure to be here today from a warm place in Melbourne. I've been in the position where I've been able to work on both cross-national studies and major comparative studies of Australia and Canada. And the key things from the multiple projects I've worked on show very, very clearly that it's possible to attract immigrants to regional areas, particularly by providing incentives, but we have chronic problems for retention. And there are 4 key reasons for that from the Australian perspective.
The first is just the issue of employment for not merely the immigrant themselves, but for the spouse or the partner. And secondly, the opportunities for education for children in regional sites, because many immigrants who come to them in the first instance are highly ambitious for high-level education for their children. The third thing is the availability of integration services, including language and employment preparation, but also qualification recognition, where you have economic migrants with skills in regulated fields that they wish to use. So the final point I'll make in terms of an introduction is Australia, exactly like Canada, has experimented for 70 years now with very proactive programs to bring immigrants into regional areas. We are bringing them in, but the problem is we have a chronic issue with churn. We can attract them, but if you look at the retention levels within 4 or 5 years of arrival, they are very modest. And the smaller the settlement location, the bigger the challenge of keeping people there, whether they're economic migrants or refugees. We have abundant carrots to fast-track people in as both temporary and landed immigrants, but we have very few sticks to keep them in regional sites. The final point I'll make is that as of this year, about 45% of our economic migration places are allocated to state and regional nomination schemes. But of course, many people, even within those regions, will go to capital cities. They don't choose to go to regional sites. So I acknowledge the challenges. We haven't solved them at all in Australia, but it's a very active experimental case for us at the moment too. Thank you. Merci beaucoup, Mme Mathorn. On va y aller avec Mme Néron. Donc, quelles sont vos observations pour l'introduction concernant le sujet? Naturellement, c'est sûr que je suis bien d'accord avec plusieurs choses que Mme Hathorn a dit. C'est sûr qu'en région, le principal problème est l'attraction et la rétention. Je vous dirais aussi l'organisation. On est 145 000 habitants pour ce qui est de ville de Saguenay, 277 000 à la grandeur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si je prends juste ville Saguenay, on est 2,5 fois l'île de Montréal, 145 000 personnes. Ouais. Donc, l'accès aux services, l'organisation, la structuration des choses fait la différence. J'ai moi-même fait, lors de ma campagne électorale, fait des rencontres avec des organismes, des gens qui s'occupaient vraiment de tout le dossier immigration. Les gens disaient, le problème, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils ont l'impression de ne pas avoir d'endroit ou de je dirais, de guichet unique où se référer. Et à Saguenay, la beauté de la chose, c'est que depuis 2017, début 2018, on a vraiment entrepris une consultation élargie avec tous les organismes, tous les services qui sont en rapport avec l'immigration. Et on a produit, et vraiment la démarche a été, je vous dirais, une consultation à la base. On n'est pas arrivé avec un document ou quoi que ce soit. On est parti de rien du tout. On a travaillé avec 51 organismes privés ou publics et on a établi l'état de la situation, nos défis, nos opportunités et on a établi un plan d'action qui a été adopté par le conseil municipal justement pour pouvoir travailler sur 3 axes en particulier pour pouvoir bien structurer et faire en sorte que Ville de Saguenay devienne la ville par excellence pour ce qui est du choix de quelqu'un qui arrive au Québec. Un des dossiers que nous avons présenté au gouvernement et qui, je crois, est vraiment quelque chose qui peut faire la différence, c'est le principe, ce qu'on veut créer, c'est une maison d'accueil, un guichet unique, un toit unique où une personne qui arrive de l'extérieur, seule, en famille, soit interrégionale ou de l'extérieur réellement du pays, puisse s'y référer et rencontrer des organismes, des gens qui peuvent l'aider dans toutes les dimensions de son aventure pour pouvoir justement lui permettre de bien s'intégrer et avoir l'impression d'avoir un accueil adéquat. Parce que lorsque je faisais mes consultations, c'est ce que j'entendais beaucoup. Les gens nous accueillent, mais après,
on a comme l'impression d'être un peu laissé à nous-mêmes. Et ça, il faut l'assurer, ce service-là. Mais je retiens deux choses dans ça ici, que j'ai hâte d'entendre parler de vos 3 axes. Et également aussi, est-ce que à cause du COVID-19, est-ce que les projets sont sur pause ou encore ça a été un moment, une opportunité de se réorganiser différemment? De toute façon, j'ai hâte d'entendre vos commentaires un petit peu plus tard. Pas trop. Merci. Monsieur Dupont, donc comment attirer les immigrants dans la région de Drummondville? Nous, on est une agence de développement économique d'une 50aine de personnes ici. On a le service industriel, commercial, touristique sous un même toit. Et au cours des dernières années, nous avons compris que l'immigration, c'était un enjeu très, très, très important et un incontournable pour la suite des choses. Il y a une dizaine d'années, on se faisait demander combien coûtait un terrain industriel lorsqu'une nouvelle entreprise voulait s'installer. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la question qu'on nous demande. Est-ce que je vais avoir la main-d'œuvre? Oui. Est-ce que je vais trouver la main-d'œuvre sur place? Donc, depuis 2 ans, 3 ans, on a un service d'immigration économique de 6 personnes. En 2018, on a accueilli on a eu 35 entreprises qui ont participé à 4 missions. Il y a eu 133 contrats de travail de signés. En 2018, nous avons fait 5 missions de recrutement à l'étranger avec 86 employeurs. Et ces 86 employeurs ont signé près de 290 contrats de travail. Donc, c'est possible d'aller chercher des immigrants. La solution que nous avons trouvée avec d'autres villes partenaires dans notre région, dans notre territoire et dans d'autres régions du Québec, c'est d'aller sur place les chercher. Parce que présentement, 85% des immigrants ou 80% des immigrants qui rentrent au Québec demeurent sur l'île de Montréal ou dans la communauté métropolitaine de Montréal. Oui. Et donc, c'est un problème pour la suite des choses pour une région comme la nôtre. Et c'est pas parce que les économistes nous l'ont pas dit, ils nous l'avaient prévenu que le défi de la retraite allait nous rentrer dedans en termes d'enjeux économiques. On est maintenant dans cette situation-là. Et pour relever le défi, et une des solutions de relever le défi de cet enjeu économique, c'est l'immigration économique. Et pour ça, il faut se déplacer avec les entreprises. Et il faut sensibiliser les employeurs que c'est possible. C'est pas juste l'immigration économique. Ce n'est pas l'affaire que des grandes entreprises. C'est l'affaire de toutes les entreprises. Puis une PME doit aussi mettre absolument cet outil-là dans son coffre d'outils pour répondre aux enjeux qu'elle va rencontrer dans le futur. On parle qu'on va manquer d'immigrants, qu'on va avoir des besoins de main-d'œuvre et l'immigration économique va venir nous combler jusqu'en 2036. Les courbes de main-d'œuvre là sont pas favorables jusqu'en 2036. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main. Oui. Est-ce que vous croyez que la population et les travailleurs sont prêts à accueillir également aussi des gens étrangers? Absolument. Il faut communiquer l'information. Les travailleurs étrangers, ils apportent un savoir. Les travailleurs qui arrivent et qui se font signer des contrats de travail, bien, c'est parce qu'ils ont les compétences et ils apportent une expertise qui est soit moins présente dans l'entreprise ou qui vient même à remplacer de façon urgente un besoin dans l'entreprise. Alors, très rapidement, les gens se rendent compte que l'immigration, c'est un plus du niveau professionnel, mais c'est aussi un plus du niveau personnel parce que ces immigrants-là, ils viennent ajouter, ils viennent consommer dans notre communauté très, très rapidement des biens. Et l'ensemble s'en rend compte. Mais par contre, il faut communiquer les bons coups. Et ça, c'est l'affaire de tous les partenaires. Oui. Ça m'amène à la deuxième question. Donc, quels sont les facteurs qui favorisent le succès d'une immigration réussie dans une communauté? Fait qu'on pourrait peut-être commencer avec Mme Athorn. Selon vous, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va réussir à attirer des gens dans une communauté? Yes, thank you for that, Pierre. So one of the key differences between Australia and Canada is while we both place a strong emphasis on temporary foreign workers, in Australia we make it a condition of the visa that people go to what's called an area of need. Now that can be a capital city
or it may be a regional city or a small town. In medicine, for example, in our biggest remote state, Western Australia, over 50% of the doctors are international medical graduates who must work there in a condition of need for at least 4 years. The second key point that I'd like to raise relative to Canada is the importance of 2-step and 3-step migration. So if we look at international students, for example, and Australia has over 800,000 pre-COVID enrolled, many of the regional sites now give bonus points for students who study at regional universities and then who choose to stay on in a regional site for landed immigrant status as economic migration. So I think there are some powerful tools that you can use, and that Australia has been somewhat more coercive, especially in the case of temporary foreign migrants, to bring people into a site and require them to work there as a condition of visa legality for that period of 4 years, and then to construct the pathway into landed immigrant status. OK. Bon, merci beaucoup. Madame Néron, vous, qu'est-ce que vous considérez les facteurs qui vont assurer le succès d'une régionalisation d'immigration réussie, là? Et comme je le disais, les villes doivent prendre leur rôle de leader dans tout ça, s'assurer que la communauté, il y a des structures là pour pouvoir recevoir les gens. Cela dit, c'est sûr que le gouvernement peut faire la différence au niveau des mesures incitatives qui sont mises en place pour amener les gens à choisir d'aller en région. Et je vous dirais les amener massivement. Parce que ce que je regarde en région, c'est que c'est sûr, on reçoit des gens. Je regarde ici à Saguenay, on a 2585 immigrants au niveau de la population. Là-dessus, vous en avez 650 qui sont non permanents, 1935 qui le sont. Maintenant, l'affaire, c'est que il faut qu'au niveau du gouvernement, on leur donne des incitatifs pour demeurer en région. Et je vous dirais aussi, donner des incitatifs pour qu'à un moment donné, il y ait comme une masse critique qui choisissent de venir en région. Parce que le problème, souvent, ce que l'on voit, c'est que c'est des familles, mais des familles, une famille, 2 familles qui arrivent ici, ils s'intègrent pour une période d'1 an ou 2, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est leur communauté d'origine qui tire vers la grande ville, parce qu'ils cherchent à avoir des gens qui ont une culture qui leur ressemble un peu autour d'eux. Et c'est normal, c'est humain. Donc, moi, ce que j'ai vu à certains moments des projets où on amenait, je vous dirais, une masse critique de gens. J'en ai vu, moi, ici, dans la région, à un moment donné. Et ça a donné un meilleur succès. Parce que les gens, déjà, avaient quand même, je vous dirais, des gens autour d'eux avec qui ils pouvaient partager une culture qu'ils ont laissée derrière et qu'ils avaient besoin de ça veut pas dire qu'ils veulent pas se marier, s'enraciner, mais à quelque part, c'est humain de vouloir, on fait pareil comme Québécois en partant en Chine. Donc, ou ailleurs dans le monde. Donc, je pense qu'il y a des beaux incitatifs de la part du gouvernement qui peut faire la différence. Naturellement, on a notre bout à faire, nous, au niveau de les aider. Je regarde nos étudiants. On a beaucoup de difficultés à retenir nos étudiants. Pourtant, à Saguenay, on a une université, 2 collèges, des centres de formation professionnelle. On a tout ce qu'il faut pour les garder. Mais parfois, c'est souvent la continuité, s'assurer qu'ils ont un stage, qu'ils s'intègrent dans des milieux de travail, l'acceptation. Je regarde M. Dupont, on a commencé à travailler avec la SDED depuis 2 ans à peu près, M. Dupont, qu'on se connaît. Et nous aussi, on a embarqué, Saguenay fait ses devoirs, je vous dirais, à vitesse grand V. Donc, on a commencé à les accompagner au niveau des visites, à aller recruter des gens. Mais on prend les meilleurs trucs de ce qui se passe ailleurs et on les intègre chez nous pour que notre succès soit assuré puis qu'on ait un meilleur taux de rétention parce que c'est évident qu'on a besoin de la richesse des différentes cultures chez nous. Oui, au niveau démographique, mais au niveau de tout ce qu'ils peuvent apporter pour notre société. Parfait, merci. Monsieur Dupont, avez-vous quoi d'autre à ajouter sur les facteurs à succès dans une communauté? Écoutez, je l'ai dit dans mon introduction, pour un immigrant, c'est d'avoir un job dans un premier temps. Il faut commencer par ça, d'avoir un contrat de travail signé. C'est pour ça que les employeurs des régions doivent absolument se déplacer
et aller recruter. Présentement, on le fait dans un mode virtuel, mais lorsqu'il va y avoir un succès, 2 succès, 3 succès dans une communauté en région, ça va se savoir très rapidement et les chefs d'entreprise vont se dire, ben, si un tel a réussi, moi aussi, je vais réussir. C'est pas si compliqué que ça. Et le ministère nous donne beaucoup d'aide. Et le fait que la ministre a annoncé des journées Québec partout dans le monde au cours des prochains mois, des prochaines années, ben ça va faire en sorte qu'il va y avoir, ça va mobiliser plus de gens des régions. Et ça sera pas que les grands centres qui vont se retrouver dans ces salons d'immigration. Il va y avoir aussi des plus petites villes qui vont y participer. Et naturellement, le facteur de rétention risque d'être plus fort parce que la personne va avoir un travail. Nous, dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va les chercher directement à l'aéroport et on passe 3 jours avec eux. Les 3 premiers jours, là, on s'occupe d'eux, on trouve les appartements. Des fois, ils arrivent, ils ont déjà trouvé leur appartement. On va faire l'épicerie. Comme présentement, on est en mode COVID, donc il y a des gens qui arrivent qui doivent faire leur quarantaine. On a trouvé un hôtel où ils peuvent passer 14 jours sans sortir pour être prêts après 14 jours pour aller commencer à travailler chez leur nouvel employeur. Donc, le truc, c'est le guichet unique, mais c'est aussi faciliter le gouvernement et le milieu local, les entreprises qui vont recruter ces gens-là. Bon, merci beaucoup. En ce qui concerne le COVID-19, M. Dupont, est-ce que ça le ralentit de l'attraction des migrants ou on doit travailler complètement différent à cause de la situation de pandémie? Au début, c'est sûr que ça nous a donné un choc là, parce que tout a fermé, les ambassades aussi ont fermé dans les autres pays. La ministre le dit en introduction, il y a eu une mission, on vient de faire une mission en Tunisie présentement. Il y a eu Journée Québec Tunis. Alors présentement, ça se fait en mode virtuel. Okay. L'avantage que ça a, c'est que c'est moins dispendieux. Hein? Les gens sont pas obligés de se déplacer en avion, de louer des chambres d'hôtel. Donc, c'était un plus pour les plus petites entreprises de se familiariser avec le principe de l'immigration internationale. Alors, il y a eu Journée Québec-Tunis il y a 3 semaines. Nous, dans notre cas, on a recruté avec les villes partenaires qui participaient avec nous. On a signé 70 contrats. Alors, sûr que ces Tunisiens-là vont arriver au Québec dans 7-8 mois, là, peut-être, probablement. Ça prend à peu près, c'est le temps que ça prend pour passer à travers tout le processus. La semaine dernière, c'était Journée Québec Île-Maurice. Nous avions, de notre côté, 40 postes à pourvoir. On me disait qu'on avait pourvu à peu près la moitié, là. Donc, c'était une première expérience pour l'île Maurice. Donc, présentement, le fait que ça soit en virtuel, c'est moins dispendieux et ça permet aussi aux entreprises qui ont moins d'expérience de faire un essai. D'accord. Madame Athorn, vous voulez ajouter quelque chose? I want to ask 2 questions, if I may. The first is we're talking about immigrants as if they're a homogeneous group. And certainly the Australian evidence suggests some groups or some source country groups are more likely to stay regionally if they go there than others. So, for example, in a study of overseas trained doctors some years back across many regional sites, we found if they were older and they were of British or South African background, they were more likely to stay in country areas because of cultural comfort as much as anything. Whereas groups that were looking for a religious infrastructure, perhaps Muslim schooling for their kids, etc., will be very drawn to capital city sites for those services. So my first question is, which groups of immigrants from your experience are likely to stay in regions in Quebec? And my related question is, what level of integration services can you provide, Madam Mayor, in sites such as your own? Because so often people I interview will tell me if they want their qualifications recognised or if they want high-level integration services, they have to go to capital cities. Est-ce que je peux répondre? Oui, Madame Migneron, peut-être vous voulez répondre? Oui, alors moi, ce que je remarque, M. Dupont parlait de l'île Maurice. Ce que je remarque, c'est que oui, il y a dans les
je dirais, les participations à des salons ou soit organisées par des institutions d'enseignement ou soit pour l'immigration économique. Lorsqu'on arrive dans un secteur, ce qu'on remarque, puis je le vois, moi, avec le Collège de Jonquière, le Cégep de Jonquière, en arts et technologies des médias, il y a plusieurs années, ils ont fait comme des visites au niveau de l'île Maurice. Et depuis ce temps, on a beaucoup de monde de l'île Maurice qui Donc, vous avez des ambassadeurs, je comprends bien. C'est ça, exactement. Oui, c'est un bon point. Un grand succès. Et je vous dirais, ce sont des jeunes, beaucoup. Ce sont des étudiants. Et on en voit partout dans les magasins. C'est des jeunes qui travaillent dans les restaurants, dans les magasins comme commis. On les rencontre un peu partout et on les reconnaît par leur accent. Et on voit qu'il y a un effet boule de neige. Alors oui. Je crois que je suis d'accord avec Madame Hathorn. Il y a des clientèles et qui préfèrent venir en région. Question d'avoir, je vous dirais, d'être plus près de la nature, d'avoir au niveau de tout le monde ne vient pas des grandes capitales. Ailleurs au monde, dans le monde entier, beaucoup de gens restent dans des petites municipalités ou des petites communautés. Donc, ils se retrouvent plus facilement. Dans le style de vie. La chose, par exemple, c'est de s'assurer qu'ils ont le sentiment d'être inclus. Pour s'enraciner, il n'y a pas de problème, ils veulent s'enraciner. C'est un choix qu'ils ont fait. Mais il faut qu'ils se sentent inclus. Et il y a plein de façons de le faire. Et justement, là, quand je parlais de mon plan, c'est des moyens, des choses qu'on a pensé faire, mettre en place pour tranquillement mais sûrement amener les gens à avoir le sentiment qu'ils font partie de la communauté de Saguenay. Et avec le COVID-19, quelle est la santé économique des entreprises dans votre coin, soit à Drummondville, en Australie ou au Saguenay actuellement? Est-ce que la santé économique, elle est bonne? Est-ce que il y en a beaucoup qui sont en difficulté? Peut-être, M. Dupont? Écoutez, le secteur manufacturier se porte très bien. Puis on a vécu une croissance exceptionnelle depuis les 10 dernières années. Il se porte très bien. C'est sûr que au niveau commerce et services, c'est difficile. Tourisme, c'est mondial, c'est fermé. Mais le secteur manufacturier chez nous se porte très, très bien. Donc, il y a des besoins de main-d'œuvre et les missions virtuelles de recrutement se remplissent rapidement par le secteur manufacturier. Ah bon? Puis, Madame Hathorn, quelle est la situation en Australie concernant le moral des entrepreneurs dans votre coin? I think it's lifting very fast. So like Canada, we had great concerns from the start of this year, but Australia is virtually COVID-free now. So there is complete control of the disease. In Victoria, we've had 7 weeks with no new cases and now just 5 from returning travellers. So there was a fear we would go into recession, but in practice, it looks like this quarter we will have avoided recession. The key thing is, again, as in Canada, the government has put a great deal of funding in to support salaries of anyone in jeopardy of losing their job. And in fact, bank savings have grown rather than declined because people who are earning at very low levels have had very good support. Our big question now is what will happen in the next year. So it's about global markets, it's about our major customers, and we're also currently being punished by China for issues related to COVID and the World Health Organization assessment of the causes of the disease. D'accord. Madame Néron, est-ce que les employeurs de votre région sont-ils en mode recrutement? Et est-ce qu'ils ont en tête le recrutement international ou immigration? Ou bien c'est sauver des meubles actuellement là, face à la situation économique? Je vous dirais que ça dépend du milieu. Si on est en manufacture, au niveau des besoins en emploi, ils sont là. Mais c'est sûr que si on est en restauration ou en petit commerce, tout le monde vit des moments un petit peu plus complexes. On est un peu, je vous dirais que ça ressemble un peu à ce que M. Dupont, Mme Hathorn ont décrit. Nous, pour 2020, grâce à l'aide gouvernementale, grâce, je vous dirais, à tout le mouvement du milieu, achat local et tout, on a quand même surfé. Maintenant, on verra pour 2021 comment les choses vont aller avec la venue des vaccins. Tout le monde se croise les doigts pour que ça reprenne rapidement et qu'on ne vive pas d'effets trop négatifs de toute cette crise. En ce qui concerne le rôle de l'État, Mme Néron,
Est-ce que l'État fait assez pour attirer des gens en région ou bien qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse de mieux ou de différent là, pour qu'il puisse vous donner un coup de main là, pour attirer des gens en région? Écoutez, je pense juste à tout ce qu'on a ici. On est, bon, je vous le disais, là, 146 000 habitants. Et il y a des infrastructures autour de nous qui ont été construites par l'État et qui, en ce moment, n'attendent que de servir. On n'est pas je vous dirais, en surpopulation. Non. Pourquoi est-ce que l'État ne prendrait pas un immigrant qui a la possibilité de rentrer au pays pour lui permettre de venir, moi j'appellerais ça le passeport francisation finalement, permettre de venir au niveau d'une région comme chez nous. Nous, on a deux écoles de français. Il y a des échanges qui se font entre pays et les gens, nos deux écoles sont reconnues pour la francisation. Donc, d'amener ces gens-là ici comme si c'était des élèves, leur permettre de tranquillement pouvoir passer ce moment-là de francisation tout en leur permettant tranquillement de s'intégrer au marché du travail. Je pense que le gouvernement pourrait faire une bonne différence, permettre à des professeurs, à des gens de travailler dans les régions et d'aider ces gens-là tranquillement à intégrer la communauté québécoise. Je pense que ça serait une bonne chose. Et aussi de permettre de mettre vraiment, c'est pas juste de permettre aux organisations d'avoir les moyens de pouvoir accompagner ces gens-là. On sait que les régions sont en compétition entre elles. Chacune des régions à travers le Québec, c'est toutes des belles régions. Chacun a des attraits particuliers. C'est vraiment fantastique. Maintenant, qu'est-ce que peut-être M. Dupont, peut-être, puis après ça, on pourra parler Mme Hathorn, qu'est-ce que la région de Drummondville fait pour démontrer la marque régionale, pour démontrer comme quoi que c'est la meilleure place à vivre, ou que ce soit dans votre région ou à une autre? Là? Bien, à l'international, on n'est pas en compétition. Alors, quand on se déplace dans une mission organisée par Journée Québec, par exemple, et qu'on a plusieurs villes qui participent, qui recherchent des métiers, au contraire, ça nous renforce parce que plus on a de postes à offrir, par exemple, un poste de soudeur. Alors, tout le monde a des besoins de soudeurs au Québec. Toutes les régions en ont besoin. Il y a des pénuries partout. Mais si on a à offrir 60 postes de soudeurs dans un même salon provenant de 4-5 régions, ben, si l'employeur qui est sur place, c'est lui qui trouve son meilleur candidat. Et tant mieux si le candidat a 2-3 choix possibles. L'idée, c'est d'avoir plusieurs candidats qui se déplacent pour venir combler les 60 postes de soudeurs qu'on a en région. Donc, à l'international, on n'est pas en compétition. Au contraire, moi, une statistique qui me fait peur, et je l'ai dit au début de la conférence, c'est que je trouve ça pas normal que 80% des immigrants qui rentrent au Québec s'installent et restent sur l'île de Montréal. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Montréal. J'y vais à toutes les semaines. Mais si on n'a pas ces résultats-là, c'est parce que nos employeurs, on n'a pas été très présents sur la scène internationale pour aller chercher de l'immigration économique. Et la journée où les régions vont mettre l'immigration économique en haut des priorités, ben on va changer les statistiques et on va gagner. Et tout le monde a des belles choses à offrir, oui. Que ce soit la nature, le coût de la vie, la tranquillité, un bon travail, un endroit sécuritaire pour élever les familles. Chacun a des forces et on les livre devant les candidats qui nous posent des questions. OK. Madame Hathorn, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Donc, comment vendre une communauté, une région pour être capable d'attirer des immigrants? We can sell a region often through a direct employment offer, through offshore recruitment. Australia's run for many years recruitment fairs, as Canada has. And that will bring people into particular sites, and particularly if they're temporary foreign workers, in the first instance, you can tie them to that site for a period of time, but they do have the right to change employers. And the typical pattern, which we have never solved despite many, many efforts for integration support, is people may come to a small regional area. They will then move as soon as they can to a large regional hub, and then very often they will move to a capital city for the reasons I talked about: children's education opportunities, their spouses
employment opportunities, integration services, and sophisticated options. So the attraction is not really a problem. The retention is the big issue, and nothing we have done has moved us away from what I call the process of churn. And I've come to the view, personally, that governments may have to just accept that this is a realistic option. And so long as they continue to attract in more individuals, maybe for a period of up to 4 or so years, and replace those that get lost to the larger city hubs, that's the reality. Because we know immigrants behave exactly as local Australians do. They want big city sites, and immigrants are more likely to do that than Australians for the reasons we've discussed, whether it's religious infrastructure, integration services, etc. So I think we have to factor into policy the notion of accepting churn. Écoutez, il reste environ 3 minutes pour la rencontre. J'aimerais ça que vous puissiez nous donner peut-être les 3 meilleures idées que vous mettez en application ou que vous aimeriez mettre en application à court et moyen terme pour dire que nous, on va se démarquer, on va attirer des immigrants, on va s'assurer de la rétention. Donc, on va peut-être commencer avec Mme Néron. Donc, quelles seraient, selon vous, les 3 meilleures pratiques que vous pensez ou que vous devriez mettre en place pour s'assurer comme quoi que on va assurer la rétention puis l'attraction d'immigrants dans votre communauté? Je vous dirais la première chose, être proactif, donc être au-devant. Oui. Alors, comme le disait M. Dupont, de participer à des missions, d'aller leur démontrer les avantages de rester dans les... Si je reviens avec M. Dupont, être proactif, selon vous, est-ce qu'on est assez actif pour être capable de ça ou on ne sait pas du tout quoi faire avec la façon d'attirer des gens? C'est tellement gros, c'est tellement, on dirait difficile qu'on ne sait pas comment faire pour y arriver, là. Je vais revenir vers ce que M. Dupont disait. Je pense que les régions, on n'est pas nécessairement en compétition. Au contraire, c'est à travailler ensemble qu'on peut justement faire la balance, je vous dirais, équilibrer les forces pour montrer aux gens que c'est possible de vivre à l'extérieur des grands centres et qu'il y a quelque chose de très enrichissant pour les gens qui veulent s'enraciner au Québec à vivre. Donc, la première chose. Deuxième chose, c'est sûr qu'une fois arrivé ici, il faut avoir une structure d'accueil pour pouvoir vraiment les accompagner pas juste dans le moment où ils arrivent, mais tout au long du processus, parce qu'on s'entend, c'est tout qu'un monde à redécouvrir pour ces gens-là. Les lois, les façons de faire, la paperasse, etc., etc. Et je vous dirais aussi de travailler sur notre société à nous, de faire en sorte qu'elle soit également notre population, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit à l'écoute, qu'elle soit heureuse de voir que des gens nous ont choisis pour venir vivre. Voilà. C'est une question de pérennité pour plusieurs régions également aussi, là. Effectivement. Madame Mathorn, 3 idées intéressantes que vous pourriez partager comme conclusion? Yes, well, the first is to enhance integration services in key regional sites. That's absolutely critical, including the pathways to getting full credential recognition for where people are economic or skilled immigrants. The second is to think of more coercive measures, at least for a time, with temporary foreign workers. So if you can rely not just on market forces, but also an obligation to maintain visa legality by tying people for a critical period to a regional site, that may well work to retain more individuals. And the third is I just endorse every measure my colleagues have proposed. We certainly try all of those, including very strong social support, employer support, but none of us have adequately addressed yet the mainstream populations in regional sites. And in Canada, I've interviewed a whole range of Canadians who've moved interprovincially and said, because I was an Anglophone, not a Francophone, etc., it took me a very long time to feel accepted where I went to live. These are hard issues to address, but I think we have to address them. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Dupont, 3 idées intéressantes que vous pourriez partager? Oui, être proactif, comme Mme Néron le disait. Moi, je dirais aussi cibler les mêmes régions. Le gouvernement, le MIFI
organise des Journées Québec et on cible les mêmes régions année après année, ce qui fait qu'on recrute quand même un bassin intéressant. Je vous donne un exemple. Nous, présentement, sur la Tunisie, ça fait presque 3-4 ans qu'on va là-bas. Ben, je vous dirais qu'on est rendu à peu près à 75 familles actuellement qui dans la même ville. Donc, ça commence à faire un... C'est connu. Oui, vous êtes de plus en plus connu. Le groupe est là et le groupe aussi veut faire venir c'est souvent des jeunes qui viennent de moins de 35 ans en immigration, donc ils veulent faire venir d'autres mondes. Donc, le fait de toujours aller aux mêmes endroits et de mettre ça année après année va faire en sorte que les villes régionales, les gens d'affaires vont créer leur propre communauté et je pense qu'il va y avoir un facteur de plus pour la réussite, pour l'intégration de ces gens-là. Et nous, ce qu'on fait, on fait une activité mensuelle avec les nouveaux arrivants. On les amène à cabane à sucre, on les fait connaître un peu. Dans la première année, là, on fait une activité mensuelle. On a toujours une cinquantaine d'immigrants qui y participent pour qu'ils se connaissent entre eux, parce qu'ils vivent aussi certaines problématiques qu'ils souhaitent les partager avec d'autres qui viennent d'arriver, mais aussi dans le but de leur faire connaître des gens de la place avec lesquels ils vont pouvoir se créer des réseaux sociaux. Parfait. Mais écoutez, on conclut sur ça. Écoutez, c'est un sujet qui est vaste, qui a énormément d'informations qu'on pourrait partager. Mais qu'est-ce qu'on retient, c'est que les entreprises ou les milieux qui sont pas proactifs vont peut-être éventuellement souffrir éventuellement dans les prochaines années. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut pas accepter le statu quo. Les entreprises devront continuellement se battre, continuellement se démarquer pour attirer l'attention. Puis, si en même temps, ça se fait avec les régions, ça se fait avec le gouvernement, je pense que c'est un atout supplémentaire là, pour être capable d'attirer l'attention sur le Québec et des régions, des entreprises au Québec. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous pourriez partager ou bien ça va pour l'instant? Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci également aussi là, pour les gens qui ont assisté à la présentation. On espère que ça vous a donné beaucoup de bonnes idées pour être capable de vous démarquer de la compétition et être capable d'attirer des gens. Puis, on vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse fête. On va espérer que l'année 2021 soit à la hauteur de vos attentes, mais surtout qu'elle se démarque pour être capable d'attirer des gens dans votre communauté. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.